m'appelle Sylvain Lesage, je suis maître de conférences en histoire à l'Université de Lille. Je travaille sur la bande dessinée depuis assez longtemps. J'ai réalisé ma thèse sur la bande dessinée. Ma thèse portait sur la manière dont on édite la bande dessinée en France et en Belgique depuis 1950 jusqu'à 1990. 1950 parce que c'est juste après la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse, qui instaure un cadre moral, un encadrement très strict des publications destinées à la jeunesse, dans une atmosphère de panique morale liée à l'américanisation de la culture. Et ce carcan de la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse est le cadre dans lequel toute une série d'éditeurs vont se développer et porter l'œuvre de toute une génération de dessinateurs, des gens comme Franquin, comme Maurice, puis après des Goscinny, puis des Giraud, puis bon voilà, tout ce cadre jusqu'en 1990. Pourquoi 1990? Parce qu'à ce moment-là, il y a un vrai renouvellement générationnel qui se fait. L'émergence d'éditeurs comme l'association, l'émergence éditoriale du manga, etc. Et donc tout ce cadre, c'est en gros l'âge d'or de la presse illustrée, ou un âge d'or de la presse illustrée pour la jeunesse d'abord, puis pour les adultes, utilisant la bande dessinée, et le passage progressivement à la forme livre. Donc l'idée, c'était de comprendre les racines de la situation actuelle où la bande dessinée en France est un produit de librairie, un produit qui existe par le livre, dans des albums, dans des romans graphiques, etc. et de comprendre les racines éditoriales de cette situation. Voilà. Donc j'ai soutenu cette thèse en 2014, elle a été publiée en partie, et puis la deuxième partie est en cours de publication aux presses universitaires François Rabelais. Et puis je poursuis mes travaux sur la bande dessinée depuis, donc à l'Université de Lille. Voilà, l'une des traductions récentes, ça a été un ouvrage consacré à suivre que j'ai co-dirigé avec Gert Meesters. Donc on a coordonné toute une équipe de chercheurs pour explorer l'histoire de la revue à suivre à partir de ces archives. Donc voilà, j'essaye d'envisager différentes manières de d'écrire une histoire de la bande dessinée en tant qu'historien, c'est-à-dire en mobilisant des archives, en mobilisant une méthodologie historique et de voir ce que la bande dessinée peut provoquer également chez les historiens. J'ai décidé de ne pas prendre une œuvre classique ou ancienne qui m'a marqué il y a longtemps, il y en aurait beaucoup, mais je vais parler d'une œuvre récente que je trouve extrêmement forte et qui continue à beaucoup m'interroger. C'est Heimat de Nora Crook, qui vient d'être traduit et publié par Gallimard. Heimat de Nora Crook, c'est le récit d'une émigrée allemande vivant aux États-Unis et qui explique la violence du déracinement de ce que c'est que vivre aux États-Unis en étant allemande, en étant éloignée donc de son Heimat et en étant également assimilée, ramenée à son identité d'allemande et à tous les stéréotypes autour des comportements des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, Nora Crook explique qu'elle s'est intéressée au comportement de ses grands-pères pendant la Seconde Guerre mondiale et à comprendre ce qu'ils avaient fait réellement. Et donc elle articule en fait la question de la culpabilité collective des Allemands, qu'il a construite en tant qu'enfant et en tant surtout qu'adolescente, puis jeune adulte, et la question de la responsabilité individuelle et de la mémoire de cette responsabilité individuelle et de cette responsabilité collective. Et il me semble qu'en faisant cela, elle aborde un sujet qui est assez fascinant, qui est la question du traumatisme que peut représenter pour cette génération d'Allemands cette culpabilité collective des crimes du Troisième Reich. Ce qui m'intéresse également dans ce bouquin, c'est
la manière dont elle mène son récit qui est absolument éblouissante. C'est-à-dire qu'elle mêle toute une série de registres et, à mon sens, elle fait véritablement œuvre d'historienne. Alors, elle fait œuvre d'historienne avec ses outils à elle, c'est-à-dire ses outils d'illustratrice, de dessinatrice, qui met en scène son enquête pour comprendre l'itinéraire de ses grands-pères, la vie de son père également, qui est né peu de temps après la guerre, et là aussi il y a un traumatisme familial extrêmement douloureux. Et donc elle met en scène son propre cheminement d'historienne, qui rencontre des gens, qui discute avec des témoins, qui se rend sur les lieux d'un certain nombre de massacres, elle essaye de reconstituer l'histoire de la nuit de cristal dans la petite ville d'où sa famille vient. Et puis elle essaye également de documenter visuellement toute cette histoire-là. Et donc elle va collecter des objets, collecter des images. Elle se rend également aux archives et elle travaille sur la matérialité de ces images, de ces archives, pour explorer son rapport presque psychanalytique à cette histoire de la culpabilité collective et de ce que c'est que se sentir allemand quand on n'est plus allemand et qu'en plus on est marié à un juif américain. Voilà, donc c'est un ouvrage que j'ai lu il y a peu de temps, il est sorti il y a quelques mois, mais que je trouve fascinant par sa manière de faire de l'histoire, alors même qu'on n'est pas chez quelqu'un qui est historien de métier, on n'est pas chez quelqu'un qui accompagne son ouvrage d'un dossier historique, comme on le trouve beaucoup, de plus en plus dans des ouvrages avec dossier documentaire, etc., d'un historien de métier qui signe. Et il me semble qu'en faisant œuvre de mémoire individuelle, Nora Krug finit par offrir un récit proprement historien, qui nous pose, à nous, historiens, toute une série de questions absolument passionnantes. C'est une question complexe et qui appellerait beaucoup de réponses. Et si je veux la garder brève, alors, outre ce que j'ai dit sur Nora Krug et la manière dont quelqu'un qui n'est pas historien et qui ne se prétend pas historien, mais qui veut simplement faire œuvre de mémoire individuelle, finit par produire un savoir historique, à mon sens. Il me semble qu'il y a plusieurs manières d'envisager les choses. D'abord, si je peux livrer un témoignage individuel, mais je pense que c'est loin d'être un phénomène isolé. Il me semble que la bande dessinée, pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de collègues, y compris, a été l'un des vecteurs de constitution, de construction d'une culture historique. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris en tant qu'enfant en lisant l'histoire de France en bande dessinée. Alors, bien sûr, ensuite on dépasse cela et on voit bien que cette histoire de France en bande dessinée, donc la fameuse histoire de France en bande dessinée des éditions Larousse, voilà, elle correspond à un programme historiographique extrêmement dépassé, c'est le roman national, c'est les grands hommes, c'est toutes ces choses-là. Malgré tout, ça forge un imaginaire et je crois que on est aussi historien parce qu'on est porté par un imaginaire. L'autre élément, c'est que il me semble l'une des dimensions fortes de la bande dessinée historique aujourd'hui, c'est la question du témoin. Et ça, alors ça fait longtemps que les auteurs de bande dessinée ont posé ces questions, mais des récits de l'intime, des récits à la première personne, tels que Persépolis, tels que l'Arabe du futur, tels que la guerre d'Alan, tels que Maus, bien évidemment, posent cette question du témoin qui est une question qui occupe beaucoup les historiens. Et puis enfin, il me semble qu'il y a la question de l'écriture de l'histoire. Et cette question de l'écriture de l'histoire, c'est quelque chose qui est un débat, à mon sens, central dans la profession aujourd'hui, et qui touche aux frontières de l'histoire et de la littérature. Où s'arrête l'histoire? Où s'arrête la littérature? Jusqu'à quel point peut-on s'approprier la littérature pour faire sentir l'histoire? Il me semble que
faire de l'histoire, ça n'est pas seulement produire un savoir historique, c'est également le transmettre. Et donc c'est utiliser une langue, et donc c'est recourir à la littérature. Toute la question, c'est jusqu'où on va. Et je crois que la bande dessinée offre l'un des possibles. Alors, encore une fois, on est loin d'avoir tranché ces questions, mais je crois que des livres comme Heimat, comme La guerre d'Alan, dessinent un chemin. Je pense aussi que certaines bandes dessinées peuvent offrir une très bonne vulgarisation historique. Je pense à un ouvrage comme Juger Pétain, qui transmet, qui synthétise un petit peu la question du procès donc, de Pétain après la Seconde Guerre mondiale, et qui ne fait pas du tout œuvre d'historien, mais qui synthétise et qui vulgarise, mais dans le bon sens du terme, toute une série de débats et, autour de ce moment complexe. Et voilà, et des ouvrages de ce genre, il me semble qu'il y en a encore beaucoup. Et puis, voilà, je crois que la bande dessinée peut faire sentir l'histoire. Je pense notamment à l'ouvrage que Raphaël Messan a consacré à la vie d'un communard donc, qui a habité le même immeuble que celui où il habite aujourd'hui. Et pour retracer son itinéraire, Raphaël Messan est allé puiser dans les gravures d'époque. Et il me semble que là aussi, il y a une force absolument inouïe et unique de la bande dessinée, dans sa capacité à puiser dans toute une série de registres visuels pour là, nous faire ressentir l'histoire. Et je pense que voilà, l'histoire, bien sûr, est un savoir, mais elle doit aussi nous offrir elle doit aussi nous faire vibrer, elle doit aussi nous porter. Et je crois qu'en tant qu'historien, on a une responsabilité à ne pas rester, à ne pas s'adresser simplement qu'à un public d'universitaires, mais à aussi s'adresser à un public plus large. Et je crois que la bande dessinée est un des langages, pas le seul, mais un des langages par lesquels on peut offrir un savoir historique qui dépasse le seul périmètre des historiens de métier.